cette vente en l'état futur d'achèvement est souvent appelée aussi achat sur plan ou vente sur plan. Et dans ce cadre, l'acheteur va acquérir un bien qui est en cours de construction. La VEFA fait donc peser le risque sur l'acquéreur qui finalement fait le choix d'acheter un bien qui n'existe pas encore et qui n'est en tout cas pas encore achevé. Malheureusement, il peut arriver que ce bien qui n'existe pas encore ou qui n'est pas encore achevé ne le soit jamais ou qu'il soit livré avec des malfaçons conséquentes, ce qui peut entraîner effectivement de nombreuses difficultés pour l'acquéreur. C'est pourquoi la VEFA, la vente en état futur d'achèvement, appelée VEFA, c'est pourquoi la VEFA en fait fait l'objet d'une réglementation spécifique et cette réglementation est impérative dans le cadre de ce qu'on appelle le secteur protégé. Le secteur protégé concerne en réalité les constructions à usage d'habitation ou les constructions à usage mixte, c'est-à-dire usage d'habitation et professionnel. Dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre d'un secteur protégé et la réglementation que nous allons voir et les obligations que nous allons voir sont impératives. Aucun promoteur ne peut y déroger. Nous allons donc voir effectivement cette vente en l'état futur d'achèvement qui commence, en tout cas qui peut commencer par la conclusion de ce qu'on appelle un contrat préliminaire ou un contrat de réservation et qui finira, si tout va bien, par la livraison du bien que l'on a acheté. Donc effectivement, pour commencer, le contrat préliminaire ou le contrat de réservation, c'est un contrat assez spécifique puisqu'il est là pour obliger le réservant à réservé, comme son nom l'indique, c'est-à-dire à ne pas vendre à quelqu'un d'autre, moyennant un dépôt de garantie, un bien déterminé. Le but, c'est de réserver le logement que l'acquéreur choisit et d'en déterminer les éléments essentiels. Quand je vous dis que le contrat de VEFA, enfin en tout cas la vente en l'état futur d'achèvement peut commencer par un contrat préliminaire ou un contrat de réservation, je mesure mes mots, c'est-à-dire que ce contrat n'est pas obligatoire. On peut tout de suite passer par l'acte de vente notarié sans passer par le contrat de réservation. C'est pour ça que c'est une possibilité, mais très souvent, les promoteurs y ont recours et je vais vous expliquer pourquoi. Ces contrats de réservation qui existent d'ailleurs de plusieurs types. On peut prévoir soit un contrat de réservation qu'on va appeler un contrat de réservation sui generis, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, le réservant prévoit le minimum légal, le minimum des obligations légales qui lui sont imposées par les textes, et il ne va rien prévoir d'autre, c'est-à-dire qu'il va s'engager à réserver à autrui le bien et à ne pas le vendre à quelqu'un d'autre pendant une période déterminée. Nous avons également un autre contrat qui est un petit peu plus étoffé, qui va prévoir des engagements fermes et définitifs, prix, délai de livraison, ça peut être aussi des prestations, sans aller toutefois jusqu'à ce qu'on appelle la promesse de vente, puisqu'il ne va pas s'engager, il ne va pas promettre au réservataire de lui vendre le bien. Et nous avons une troisième catégorie de contrats de réservation qui est l'équivalent d'une promesse de vente, où là, le réservant, il va abandonner sa liberté, et ça n'arrive quasiment pas. Il va abandonner la liberté que lui accorde la loi, et il va s'engager plus fermement, et il va s'engager à vendre le bien déterminé. Dans ce cadre-là, effectivement, on se retrouve avec des obligations un peu plus accrues. S'agissant du contrat de réservation, puisque ce n'est pas une promesse de vente, elle n'est pas sujette à un enregistrement obligatoire comme le prévoit le Code général des impôts, et le contrat lui-même n'est pas obligatoire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, les promoteurs ont tendance à y recourir pour plusieurs raisons, notamment, et c'est la raison essentielle en réalité, ça permet de tester le marché. Pourquoi ? Parce que ça permet de savoir si finalement le projet envisagé par le promoteur a des chances de réussite, s'il va réussir à vendre tous ses biens
Et effectivement, le fait de mettre à la réservation plusieurs biens va lui permettre de savoir si son programme va permettre de trouver des acquéreurs et s'il va pouvoir vendre l'intégralité de son programme. Parce que le but, ce n'est pas d'ériger un immeuble avec des logements qui vont rester vides et qui ne seront pas vendus. D'ailleurs, certaines banques qui financent les programmes immobiliers imposent aux promoteurs un taux de réservation supérieur à la moitié, parfois même allant jusqu'à 60% pour financer le bien, ce qui peut expliquer que vous avez des opérations de promotion immobilière qui commencent très en amont du projet immobilier et bien avant que toutes les autorisations administratives soient demandées, que les financements soient obtenus et que le programme puisse voir le jour. Et effectivement, tant que le réservant se tient au minimum légal, c'est-à-dire de s'engager auprès du réservataire à lui réserver ce bien sans aller au-delà, il peut très bien arrêter le programme, renoncer à réaliser l'opération si les choses se présentent mal et il se contentera de rembourser le dépôt de garantie, les parties se retrouvant alors dans la situation initiale. Le contrat de réservation, qui n'est toujours pas obligatoire, permet aussi de fixer le client, puisqu'à partir du moment où il va signer le contrat de réservation, il va se sentir lié par ce contrat de réservation, par la crainte de perdre son dépôt de garantie, puisque effectivement, on le verra tout à l'heure, on verra les causes de restitution du dépôt de garantie, mais si nous ne nous retrouvons pas dans cette situation, le réservataire qui souhaiterait annuler une vente peut perdre son dépôt de garantie. Surtout que là encore, il faut quand même avoir à l'esprit que le promoteur est dans le cadre d'un projet et il bénéficie quand même d'une très grande liberté et il a des fourchettes qui sont prévues par le code de construction et de l'habitation pour faire des variations sur son projet, ce qui lui donne une grande latitude et qui pourra lui permettre d'imposer certaines modifications au réservataire. Le code de construction et d'habitation, s'il n'impose pas l'obligation de passer par un contrat de réservation, en revanche, si ce contrat est conclu, il impose qu'il soit par écrit et qu'il contienne un certain nombre de descriptifs. On a notamment la description du local, c'est-à-dire la consistance du bien, surface, nombre de pièces, dépendance, dégagement, situation du bien au sein de l'immeuble même. Il faut en effet que le réservataire puisse comparer l'offre de vente et le programme avec les prévisions du contrat préliminaire. Donc, il faut qu'il y ait quand même des précisions sur ce contrat préliminaire, savoir quel lot on réserve, quelle surface on réserve. Et ça, j'insiste, c'est très important parce qu'il peut y avoir des surprises par la suite. Donc, il faut effectivement que le contrat de réservation soit très précis sur ce point. Il faut également une description de l'immeuble global, précisant les équipements, la qualité de la construction. Et à ce titre, une notice descriptive sommaire doit être annexée à l'acte. C'est très important et il faut effectivement vérifier la notice qui sera annexée à l'acte. Le contrat de réservation prévoit bien évidemment le prix de vente prévisionnel et ses possibilités de révision avec ses modalités de révision. Il doit également comprendre la façon dont va payer le réservataire, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir recours ou non à un prêt et dans ces cas-là, prévoir une condition suspensive d'obtention du prêt comme dans une promesse de vente classique ou dans un compromis de vente classique. Le contrat de réservation, et ça c'est important également, doit prévoir le délai d'exécution des travaux et le délai de livraison et la date prévue pour la conclusion de la vente. Attention, parce que c'est ces dates-là qui vont déterminer l'importance du dépôt de garantie, on le verra après, et si les délais sont dépassés, le promoteur se met dans une situation d'infraction qui consiste à recevoir un paiement anticipé, et c'est un délit pénal qui est passible quand même de 2 ans de prison et de 9 000 € d'amende, donc effectivement, le réservant doit faire très attention à ce qu'il écrit sur le contrat de réservation. Enfin, il y a une obligation
d'expliquer le montant du dépôt de garantie et de reproduire les pièces, les textes qui en règlent le mécanisme. C'est assez important puisque le montant de garantie, on va le voir tout à l'heure, a des particularités et il doit être restitué en cas de dépassement, notamment de certaines fourchettes, on le verra tout à l'heure. Le contrat de réservation doit également prévoir les conditions du droit de rétractation et attention, le manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende d'un montant maximal de 15 000 €, ce qui n'est pas négligeable puisqu'effectivement le réservataire doit être informé de sa possibilité de se rétracter comme pour toute vente. Le contrat de réservation peut également prévoir les pénalités éventuellement de retard sur la livraison de l'appartement. Ce sont des choses importantes et quand on s'engage sur un contrat de réservation, il ne faut pas non plus être léger et il faut effectivement vérifier que toutes ces informations figurent afin de pouvoir savoir ce sur quoi on s'engage et pourquoi on s'engage. Il faut aussi savoir que dans le cadre du contrat de réservation, vous pouvez, en tant qu'acquéreur, vous réserver la réalisation de certains travaux. Vous n'êtes pas obligé de passer par le promoteur. Et vous pouvez également souscrire des options et souscrire à la réalisation de certains travaux. Vous avez une notice descriptive qui sera jointe avec votre contrat de réservation et vous pourrez opter pour certaines prestations qui viennent se rajouter à la prestation de l'acquisition du bien en l'état futur d'achèvement. Donc, je vous ai listé effectivement les travaux que vous pouvez vous réserver. Vous constaterez effectivement que ce sont des travaux qui ne touchent pas à la structure du logement, qui ne touchent pas non plus à l'isolation du logement. Il s'agit simplement de l'équipement du bien, c'est-à-dire l'installation des équipements sanitaires de la cuisine et du mobilier pouvant les accueillir, équipements sanitaires de la salle de bain ou de la salle d'eau et du mobilier pouvant les accueillir, installation des équipements sanitaires des toilettes, pose du carrelage mural, revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation, parce que c'est très important, équipement radiateur électrique lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent, décoration des murs. J'insiste sur le fait qu'il est très important de lire les options et la notice descriptive des options auxquelles vous souscrivez, parce que ce qui peut être évident pour vous ne l'est pas, et ce qui est écrit est très important et les conséquences de l'écrit sont très importantes. Nous avons eu comme ça une situation où le promoteur n'avait pas précisé dans la fourniture de la douche la fourniture de parois de douche. Et c'était volontaire parce qu'en réalité, il ne fournissait pas les parois de douche avec la douche. Donc, ceux qui ont souscrit l'option se sont retrouvés avec un beau cadeau à 700 € pour devoir racheter la paroi de douche qui n'était pas compris ni dans le contrat de réservation, ni dans les annexes au contrat de vente. Et donc, effectivement, le promoteur n'était pas engagé contractuellement et ça peut chiffrer comme ça assez vite. Donc, il est important d'être vigilant sur ce qui peut être souscrit ou pas à l'égard du promoteur. Le contrat de réservation doit être envoyé quand il est signé en courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature, avant tout dépôt de fonds, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que lorsqu'il est remis en main propre, le promoteur peut exiger le dépôt de garantie à la signature. Il n'est pas obligé d'attendre l'expiration du délai de rétractation. C'est une particularité du contrat de réservation, contrairement au compromis ou à la promesse de vente, où là, effectivement, vous devez attendre le délai de rétractation pour pouvoir verser les fonds. Les sanctions de ces mentions obligatoires sont de deux sortes. Soit on va considérer, parce qu'il manque une mention obligatoire, que le contrat est nul, et donc que le contrat préliminaire ne vaut pas et n'a pas d'existence. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est une nullité et que ces précisions et ces obligations sont prévues dans le but de protéger l'acquéreur, le consommateur. Donc, il peut y renoncer, c'est une nullité relative et la jurisprudence
considère effectivement que si le réservataire décide malgré tout de conclure la vente alors que dans le contrat de réservation, il manquait des éléments impératifs, il perd le droit ensuite de critiquer le contrat préliminaire et se trouve engagé dans ce contrat préliminaire. Il peut y avoir aussi un deuxième cas de figure, c'est lorsque l'avant-contrat contient bien toutes les clauses, mais il contient une clause qui est contraire aux règles impératives. Dans ces cas-là, la clause litigieuse pourra être considérée comme non écrite. En revanche, si cette clause est contraire à toute l'économie du contrat voulue par le législateur, dans ces cas-là, on applique la disposition légale qui est prévue pour la nullité du contrat et là, le contrat devient nul. Encore une fois, le but n'est pas d'aller vers la nullité du contrat. Sachez que les promoteurs ont maintenant des contrats de réservation préétablis. Ils ont juste à remplir les cases et donc, effectivement, les mentions sont déjà connues et il est très rare de trouver des clauses qui sont contraires puisque la jurisprudence est plutôt assez établie sur ce sujet et on sait maintenant ce qui peut ne pas passer au niveau des tribunaux. Je voudrais quand même insister particulièrement sur ce fameux dépôt de garantie qui est demandé à la signature du contrat de réservation, puisque son montant peut varier en fonction du délai de réalisation de la vente. Et c'est pour ça que prévoir dans le contrat de réservation le délai de réalisation de la vente est très important, puisque si la vente intervient dans un délai d'1 an, dans ces cas-là, vous pouvez avoir un dépôt de garantie qui est compris entre 0 et 5%. Si elle intervient dans les 2 ans, on est entre 0 et 2%. Et si la vente intervient au-delà du délai de 2 ans, dans ces cas-là, il est interdit aux réservants de vous demander un dépôt de garantie. Donc, c'est pour ça que ces mentions sont très importantes, puisqu'elles vont conditionner et déterminer le montant du dépôt de garantie que vous aurez à fournir au promoteur. Comment on consigne? Bien évidemment, il est hors de question de faire un chèque en direct au promoteur. C'est encore une fois un délit pénal. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Il n'a pas à recevoir de fonds qui viennent directement du réservataire. La consignation doit être faite soit dans une banque, soit, et le plus souvent, chez un notaire, spécialement habilité à cet effet. En général, c'est le notaire qui va recevoir les actes et l'acte de vente par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le dépôt est fait et qu'il est consigné, il est à l'abri des créanciers, que ce soit du réservant ou des créanciers du réservataire. Donc, cette somme est bloquée, consignée et elle ne peut pas être récupérée par un tiers. Lorsque la vente est conclue, bien évidemment, ce dépôt de garantie va être imputé sur le prix de vente. Sinon, ce dépôt de garantie peut être remis à celui qui ne sera pas à l'origine de la rupture. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de cas de restitution du dépôt de garantie au réservataire. Et dans ce cas-là, effectivement, le réservant va devoir lui restituer le dépôt de garantie sans pouvoir contester quoi que ce soit. Ces causes de restitution du dépôt de garantie sont listées par le Code de construction et de l'habitation et un point va être rajouté par la jurisprudence. Le premier cas de restitution qui semble assez logique, c'est quand la vente en l'état futur d'achèvement n'est pas réalisée dans les délais prévus pour des raisons qui sont imputables au vendeur. Bien évidemment, dans ce cas-là, le réservataire peut demander la restitution de son dépôt de garantie. Deuxième point et deuxième cas où il va pouvoir demander la restitution de son dépôt de garantie, c'est si le prix de vente, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le prix est fixé dans le contrat de réservation, mais le contrat de réservation peut prévoir aussi des modalités de révision du prix en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, dans ce cadre-là, si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, le réservataire peut se dédire et peut effectivement demander la restitution de son dépôt de garantie et demander l'annulation de la vente. Bien évidemment, et comme dans le compromis de vente ou dans la promesse de vente, la non-optation de son prêt par l'acquéreur permet effectivement de
demander la restitution du dépôt de garantie et de ne pas aller au bout de la vente. Pareil, si le montant est inférieur de 10% aux prévisions du dit contrat, c'est-à-dire que le prêt a été réduit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi 2 autres cas où on peut demander la restitution de son dépôt de garantie auprès du réservant. C'est notamment lorsque le projet définitif fait apparaître des différences anormales par rapport aux prévisions contractuelles préliminaires. C'est là où il y a effectivement une importance à signer un contrat de réservation, puisque les articles du Code de construction et de l'habitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, donnent une certaine latitude au réservant pour faire varier son projet. Mais en revanche, s'il y a des éléments d'équipement qui sont prévus et qui ne sont pas réalisés, le réservataire peut demander la restitution de son dépôt de garantie. Et si l'immeuble ou une partie de l'immeuble qui fait l'objet du contrat voit une diminution de valeur supérieure à 10%, que ce soit dans sa consistance ou dans les qualités de l'ouvrage qui est prévu, dans ces cas-là, on peut également demander la restitution du dépôt de garantie. Là encore, ce que je vous disais, c'est que dans le cadre de la restitution du dépôt de garantie, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rajouté un 6e cas de restitution du dépôt de garantie, mais je pense qu'il faut prendre cette décision quand même comme un cas d'espèce, et il faut pas en faire un cas général, mais là, dans ce cadre-là, elle a permis l'annulation et la restitution du dépôt de garantie lorsque les équipements n'étaient pas conformes à la notice descriptive du contrat préliminaire. Donc effectivement, la non-conformité devait être très importante parce que vous verrez tout à l'heure, le promoteur prévoit des clauses qui permettent de se protéger justement sur la non-conformité, en prévoyant des équivalences. Vous avez effectivement dans cet article du Code de la construction et de l'habitation également les modalités de restitution du dépôt de garantie. La demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. Et si nous sommes dans les cadres que je viens de vous citer, dans les cas que je viens de vous citer, le promoteur a 3 mois à compter de la date de votre demande pour vous restituer le dépôt de garantie. La restitution devant être intégrale, sans la moindre retenue ni pénalité, quand on est dans les justes motifs que je viens d'énoncer. Le désistement du réservataire peut également justifier, en plus des cas que je vous ai cités, peut également justifier de la restitution du dépôt de garantie, puisque nous sommes dans le cadre d'une vente. Donc, le réservataire a son droit de rétractation, qui est de 10 jours dans tous les cas, et qui est de 14 jours si le contrat de réservation est signé dans le cadre d'un démarchage à domicile. Attention, ce ne sont pas les mêmes délais. Vous allez voir le promoteur dans le cadre d'une campagne de réservation, vous n'avez pas de démarchage à domicile, vous venez de votre plein gré signer le contrat de réservation. Dans ce cadre-là, vous avez 10 jours pour vous rétracter. Si c'est du démarchage à domicile, là, en revanche, nous sommes dans le cadre d'un délai de rétractation de 14 jours. Bien évidemment, si on n'est pas dans les cas de restitution, dans ces cas-là, et si le réservataire veut annuler la vente, il perd son dépôt de garantie. Et c'est le cas que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de faire signer un contrat de réservation avec un dépôt de garantie permet quand même au promoteur de s'assurer que le réservataire ira jusqu'au bout de la vente,